Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo incroyable dans laquelle on va revenir sur l'hystérie occidentale, et surtout française, qui a suivi l'invasion russe en Ukraine. Je vais présenter ici 4 types de réactions, toutes plus débiles et inadaptées les unes que les autres, donnant envie d'aller vivre dans les bois, loin de cette société de dégénérés, si c'était pas si drôle. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va faire ce qu'on ne fait pas souvent sur cette chaîne, on va tirer à balles réelles sur des ambulances. Si vous cherchez plutôt à mieux comprendre l'origine du conflit, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans cette précédente vidéo. Elle a été interdite aux moins de 18 ans suite à un raid de pleurnichards, mais vous pouvez quand même la voir si vous avez un compte YouTube. Sinon, il vous suffit de copier le lien et de télécharger la vidéo pour contourner cette censure qui ne dit pas son nom. Ceci étant dit, il est temps d'éclater les dégénérés de la société française, que j'ai classés en 4 catégories. Les PNJ, les profiteurs, les droitards mondialistes, et puis bien sûr les va-t-en-guerre, mais qui auront droit à une vidéo dédiée, parce que ceux-là ils sont quand même gratinés. Les PNJ. L'invasion russe a déclenché une émouvante vague d'humanisme et de solidarité dans les pays occidentaux, attachés aux droits de l'homme, à la démocratie et à la paix. Un certain nombre de personnes mal renseignées ont cru malin et valorisant d'étaler leur bonne conscience en soutenant les pauvres petits Ukrainiens, sans comprendre que ça fait d'eux d'immenses hypocrites de merde. Parce que ça fait 8 ans que les Ukrainiens prennent des bombes sur la tronche, dans l'indifférence générale, et surtout la leur. Nous avons donc affaire à ce qu'on appelle des PNJ, des personnages non joueurs. Dans un jeu vidéo, ce sont des personnages qui ressemblent à des joueurs, mais en fait ils font partie du décor. Ils répondent à des lignes de commande, écrites par un programmeur, et en fait ils sont au service de l'histoire, ils n'ont pas de conscience propre. Alors le 24 février, les médias ont plongé leurs mains bien profond dans le cul des PNJ, pour les faire jaser comme des marionnettes. Poutine est méchant, il envahit le pays des autres, ça va faire du mal aux civils, il s'attaque à la souveraineté d'un pays libre. Obéissant à leur nouvelle ligne de commande, les PNJ tapissent leurs réseaux sociaux de drapeaux ukrainiens qu'ils ne connaissaient pas la veille et collectent de l'argent pour venir en aide aux civils. C'est l'effet Charlie, on a affaire aux mêmes personnes qui sont allées acheter Charlie Hebdo après les attentats. Le numéro 1178 s'était vendu à 8 millions d'exemplaires au lieu de 30 000 habituellement. Mais le numéro suivant, qui est sorti un mois après, il s'est vendu qu'à 200 000 exemplaires, sur 2,5 millions d'imprimés. Donc il s'attendait à une baisse, mais quand même pas à ce point-là. Ça veut dire que 97,5% des clients l'avaient acheté, parce que les médias leur avaient dit de le faire. Ils voulaient être Charlie, ils voulaient se montrer avec dans les transports en commun, et puis ils ont arrêté d'acheter quand c'est passé de mode. À partir du 24 février, les PNJ ont reçu ordre de se faire du souci pour les gens qui prennent des bombes sur la gueule en Ukraine. Avant ça, on n'en avait rien à foutre, et si ça se passe ailleurs, genre au Yémen, on s'en fout aussi. Et d'ailleurs, si les médias leur rappellent pas régulièrement de faire des dons pour l'Ukraine, ils arrêtent de le faire. Donc ces gens ne défendent pas des principes, ils suivent des ordres. Dans ces conditions, le soudain déversement d'appels aux dons et autres concerts pour l'Ukraine est proprement indécent. Et comme on a affaire à des crétins, ça a été le festival de l'arnaque. Pendant 2-3 semaines, on pouvait soutirer du fric à n'importe qui, tant que c'est pour l'Ukraine. Tout le monde s'y est mis, hein, mais on y reviendra dans le chapitre suivant sur les profiteurs. Bref, en plus d'être des hypocrites, le PNJ est un pigeon. Et chez les plus soumis aux injonctions médiatiques qui sont incapables de la moindre réflexion, on assiste parfois à un excès de zèle. On avait déjà vu le cas en 2020, où des déchets de l'humanité s'amusaient à harceler les Asiatiques, ou à chasser les soignants de chez eux, parce qu'ils ne voulaient pas du Covid dans l'immeuble. Quelle indignité. Et cette dernière mise à jour du logiciel médiatique a aussi déclenché quelques hystéries anti-russes chez les plus dégénérés des PNJ. Des gens animés par la bêtise et le courage des pleutres se sont sentis autorisés à laisser libre cours à leurs plus bas instincts sous couvert de défendre de belles valeurs. Donc ils vont frapper des gens dans la rue simplement parce qu'ils parlent russe, ou bien ils vont les discriminer parce qu'ils portent un nom slave. Après, que ce soit des Polonais, des Ukrainiens, des Russes ou autres, on s'en fout, ça finit en vitch, t'es un connard. Ils l'ont dit à la télé. Et d'ailleurs, Facebook a fait une exception à ces règles concernant la haine en ligne. Vous pouvez maintenant tenir des propos haineux ou violents sans être sanctionné, tant que ça concerne les soldats russes, ou bien la Russie en général, si la discussion porte sur l'invasion en Ukraine. Facebook, il a dit que je peux... Nos PNJ vont aussi s'attaquer à des bâtiments simplement parce que c'est écrit russe sur l'enseigne. Comme la maison russe des sciences et de la culture qui a été taguée. Et puis, tiens, c'était pas suffisant. On va aussi balancer un petit cocktail Molotov dessus. Voilà.
À la télé, ils ont dit que je peux. Au rayon des trucs débiles qui ne servent à rien, on a encore eu droit aux traditionnelles illuminations de bâtiments publics aux couleurs de l'Ukraine. Et puis au retrait de produits russes dans des magasins, véritable tournant dans la guerre, hein, ouais, voilà. Après les bâtiments et les produits, la chasse aux sorcières s'est poursuivie sur les personnes. Le CNRS et plusieurs universités françaises ont arrêté de travailler avec des scientifiques ou des instituts russes. Les Russes ont été exclus du Conseil de l'Europe, des Jeux paralympiques, du mondial de foot et d'un grand nombre de compétitions sportives. Même les chats russes ont été virés des concours. Des artistes russes ont été boycottés et déprogrammés. Macron a refusé de se rendre au Salon du Livre en soutien à l'Ukraine parce qu'il était dédié cette année aux auteurs russes. Pas de chance. Un collectif de profs particulièrement cons est allé jusqu'à demander que soit débaptisé le collège Alexandre Solzhenitsyn d'Aizenay en Vendée, l'écrivain étant jugé trop proche de Poutine à leur goût. Bref, la liste des conneries est extrêmement longue, et le pire dans tout ça, c'est que ça sert à rien. C'est juste de la haine gratuite envers des gens qui n'ont rien à voir avec les décisions du gouvernement russe. C'est de la pure xénophobie, la plus stupide qui soit, proférée en plus par des gens qui passent leur temps à faire la morale aux autres. Il faut accueillir les étrangers, faut être Charlie, pas d'amalgame après chaque attentat. La haine et le racisme, ce n'est pas gentil. Bref, vous connaissez la chanson. Et là, il suffit qu'une nationalité soit pointée du doigt à la télé, et pouf, ils en oublient toute leur belle morale, leurs belles valeurs, et ils étalent leur haine sur le premier russe venu, en pensant que ça leur donne une grandeur, un brevet de résistance. Alors que ça fait d'eux des grosses merdes. Le sommet de ce tas de merde étant occupé par une personne, ou un groupe de personnes, on sait pas trop, qui a envoyé des lettres anonymes de menaces dans toute la France à des restaurants dont le crime incommensurable est de proposer de la cuisine russe. Pas d'amalgame, hein. D'ailleurs, il y avait une Ukrainienne dans le lot qui a reçu ça. Bon, on s'en fout, hein. Ces restaurateurs ont aussi reçu des menaces de mort par téléphone, vraisemblablement en lien avec ce courrier qui les enjoint à quitter la France au plus vite. Je ne me salirai pas à lire le contenu de cette lettre qui est ironiquement signée « Des Français adorateurs de la démocratie et du respect des pays souverains ». Ce qui prouve qu'on a affaire à des débiles de très gros calibre. Bon, alors c'est difficile de savoir par où commencer tellement il n'y a rien qui va dans cette affaire. Il y a déjà un problème de méthode, parce qu'il me semble que les lettres anonymes et autres coups de fil de lâche ont plus à voir avec les heures sombres de notre histoire que la démocratie. Alors je sais pas ce qu'ils adorent, mais ce serait bien de commencer par comprendre ce qu'est la démocratie, et puis l'appliquer, hein. Et j'ai pas le souvenir que ces gens se soient émus des atteintes à la souveraineté de l'Ukraine en 2014. Je rappelle quand même que l'OTAN et l'Union Européenne ont organisé un coup d'État pour faire signer l'accord d'association avec l'UE par le gouvernement putschiste, sans nouvelles élections ni référendum. Un accord qui plaçait l'Ukraine sous la tutelle d'instances supranationales dont les décisions étaient supérieures aux lois du pays et donc à sa souveraineté. Mais là, ça dérange pas, là. Et d'ailleurs, ces gens ne se plaignent jamais des délégations de souveraineté de la France à l'Union Européenne. Quand on leur propose de les récupérer, ils trouvent que c'est une idée de facho repliée sur soi et ils font barrage à la haine et aux extrêmes au nom de la démocratie. C'est le castor américain. Alors pour essayer de résumer, c'est des gens qui utilisent des méthodes de fachos pour défendre la souveraineté chez les autres au nom de la démocratie, alors qu'ils refusent de défendre ce principe dans leur propre pays au nom de la démocratie et de la lutte contre les fachos et les extrêmes. Et oui, mais ça n'a pas de sens, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de ma faute. C'est des gens qui condamnent l'agression russe en Ukraine, mais qui ont soutenu toutes les agressions de l'OTAN, en Syrie, en Libye, en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, etc. Ce n'était pas plus respectueux du droit international et de la souveraineté des États. Il y a quelque temps, ils trouvaient que Bachar ne méritait pas d'être sur la Terre, c'est un monstre qui massacre son peuple, etc. Et là, ils trouvent normal de soutenir Zelensky et Poroshenko, qui n'ont pas fait autre chose dans le Donbass et le sud de l'Ukraine. C'est des gens qui veulent lutter contre la montée de l'extrême droite en Europe, et ils soutiennent des néo-nazis en Ukraine, dont on trouve les drapeaux jusque dans les manifs des bobos parisiens. Un nazi dans notre métier, c'est une chance. Allons-y. Il n'y a donc qu'une seule explication possible. Les PNJ sont la merde de ce monde prêt à servir à tout. Ils attendent que les médias leur disent quoi penser d'un événement, que faire face à cet événement, et comment se comporter. Et ils obéissent sans même en avoir conscience. Ils sont même persuadés d'avoir une pensée libre et d'être du côté du bien, du beau et du juste, alors qu'en réalité, on peut leur faire soutenir tout et le contraire de tout, en fonction des intérêts du moment, au nom de valeurs qu'ils ne comprennent même pas.
Et ça fait peine à voir. Mais ça donne toujours des discussions très amusantes. Les profiteurs. Le battage médiatique autour de la guerre en Ukraine a fait sortir du bois toutes sortes de profiteurs, avides d'entuber le PNJ moyen, qui est structurellement un immense pigeon, étant donné qu'il est calibré pour obéir à toutes sortes d'injonctions faites avec un minimum d'autorité. Alors on a bien sûr les escrocs classiques qui se font passer pour des civils en Ukraine afin de soutirer des dons sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui envoient des mails sollicitant une aide financière pour quitter l'Ukraine. Et il y a plein de gens qui donnent. Et puis vous avez des choses un peu plus élaborées, comme les magasins qui ont mis des box pour recueillir les dons. Ah, ceux-là je les adore, c'est quand même le meilleur business model de la planète. Les gens t'achètent des trucs, ils te les laissent à la sortie du magasin, et ça leur fait plaisir. Alors le suivi des dons est totalement inexistant la plupart du temps, le nom des associations qui vont recevoir les dons ne sont même pas toujours indiqués, et puis il faut bien se rendre compte que les gens donnent n'importe quoi. À la sortie d'un magasin de bricolage, on pouvait trouver des chargeurs, des boîtes de vis, des petites lampes torches, bon. Bah oui, parce que les gens voient le box quand ils arrivent à la caisse, donc ils achètent la petite lampe à 2 €, et puis ils posent ça dans le box et ils se sentent humanistes et engagés. Bon, les Ukrainiens vont pouvoir s'éclairer, s'ils trouvent des piles, parce qu'elles sont pas incluses. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Moi je voulais faire la blague d'acheter le plan de cuisine de 6 mètres et de le poser dans le box. Je veux qu'il parte en Ukraine, c'est pour la reconstruction. Bref, comme beaucoup de magasins ont fait ça de leur côté, on se retrouve avec des milliers de box, remplis d'un foutoir hétéroclite et pas toujours utile, qu'il va falloir rassembler, trier, acheminer, distribuer. Qui s'occupe de ça? Qui paye pour ça? Comment être sûr que ça arrivera aux bonnes personnes et que ça va pas être revendu à un moment, par exemple? On n'en sait rien et on s'en branle. J'ai donné pour l'Ukraine, je suis une belle personne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec du matériel abandonné n'importe où, parce qu'il y a trop de dons par rapport aux capacités de la chaîne logistique. Surtout quand on arrive à la frontière ukrainienne, comme c'est le cas ici. Wir befinden uns hier an der polnischen Grenze zur Ukraine, in einem Dorf nahe des Grenzübergangs. Hier auf einem verlassenen Platz stapeln sich kistenweise Hilfsgüter. Man sieht hier alles Pakete aus Deutschland, die hier von Menschen gespendet wurden, aber um die sich keiner kümmert. Wir haben hier zum Beispiel Schlafsäcke dabei, wir haben Decken dabei, viele Matratzen, Jacken, all das, was von den Ukrainern gebraucht wird, was die Flüchtlinge eigentlich jetzt auf der anderen Seite der Grenze brauchen würden in der Ukraine. Aber es ist eben sehr schwer für die Hilfstransporte rüberzukommen über die Grenze. Die Einreise in die Ukraine ist nicht einfach, man muss dort viele bürokratische Hürden überwinden und viele schreckt das eben ab. Viele laden dann die Hilfsgüter hier vor der Grenze noch ab und hier sind die Hilfsgüter dann sich selbst überlassen. Keiner verteilt die so richtig. Es ist wirklich sehr schade um die vielen tollen Sachen, die hier gebraucht werden. Wir haben hier wirklich kistenweise sinnvolles Material. Donc je pense qu'une partie du contenu de ces box sont finis en dons pour les employés et qu'une autre partie est retournée dans les rayonnages. Quant à la partie donnée aux associations, je vous signale que ça donne lieu à défiscalisation pour le magasin. Parce qu'officiellement, c'est lui qui donne, c'est pas vous. Donc vous payez au magasin ce que vous donnez, il gagne de l'argent là-dessus, et quand il le transmet aux associations, il se fait encore rembourser à 60% par l'État sous forme de baisse d'impôts sur les sociétés. Mais c'est pour soutenir l'Ukraine qu'on a mis ces box à la sortie, Bien sûr. Cependant, ce ne sont là que des miettes pour le petit commerce. Les multinationales, elles, se frottent déjà les mains à l'idée d'avoir une saison 2 à leur série préférée. Nos réfugiés ont du talent. Il faut prévoir, si ce n'est craindre, un flux migratoire Il faut le prévoir. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Le marché aux esclaves des pays riches va bientôt être approvisionné avec du migrant de qualité et en grand nombre. Ils sont formés, désespérés et ignorants de leurs droits. De parfaits petits centres de profit. Des associations mettent déjà en garde sur le fait que les réfugiés pourraient passer sous le radar des ONG et des gouvernements et se retrouver entre les mains d'exploiteurs qui les hébergeraient en échange de petits services. Ménage, garde d'enfants, les pipes et le café, etc. Quand on ne tombe pas sur des trafiquants d'êtres humains un peu plus sordides. La vente des organes. Les agences matrimoniales spécialisées dans la marchandise des pays de l'Est doivent en ce moment gérer des afflux d'humanistes un peu suspect. En Ukraine, l'agence par laquelle est passé Olivier a fait face à une explosion de demandes.
Messieurs, c'est vous qui m'avez appelé 3 fois? Des hommes aux propositions parfois insistantes et déplacées. Il y a une avalanche d'appels, mais malheureusement 90% de ces appels ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui espèrent par malentendu avoir la chance d'héberger une très belle créature ukrainienne en détresse. Ils font semblant qu'ils veulent héberger une pauvre réfugiée ukrainienne. Voilà, donc c'est pas indécent, c'est juste déplacé. Non, c'est pas indécent, mais non. Y a pire. Les femmes ukrainiennes n'ont pas attendu la guerre pour se faire traiter comme du bétail. La gestation pour autrui étant interdite dans la plupart des pays européens, l'Ukraine en a profité pour devenir le leader de la location d'utérus. Pour une somme tout à fait abordable, en raison du faible niveau de vie de ce pays, vous pouvez sous-traiter la grossesse à quelqu'une d'autre pour pallier à des problèmes médicaux ou bien de confort. Tout un tas d'entreprises privées qui opèrent sur ce marché peu réglementé aux dérives nombreuses sont prêtes à vous accueillir et même à vous faire une petite ristourne à l'occasion du Black Friday. Une société ukrainienne de GPA qui fait une remise de 3% sur l'enfant commandé pour le Black Friday. Vous pourrez ensuite repartir avec votre produit et des actes de naissance à votre nom, évitant les questions gênantes de l'administration de votre pays d'origine qui ne reconnaît pas forcément les enfants nés sous GPA. Seulement, la guerre est venue compliquer la réception des colis. Vous avez gagné l'Ukraine récemment avec vos conjoints respectifs parce que vous avez entamé un processus de GPA. Vous avez donc été mis au courant de la naissance imminente de vos enfants. C'est ma première question. Ce qui a motivé votre départ, quoi qu'il advienne et quelle que soit la situation et les alertes du Quai d'Orsay? Oui, clairement. Pour nous, il n'était pas du tout envisageable de laisser nos enfants naître ici sans qu'on puisse être à côté d'eux. D'ailleurs, on pense à tous les Français, toutes les mamans et tous les papas qui sont eux en France et qui vont avoir leur naissance dans quelques jours, qui devaient avoir des avions là, fin de semaine, début de semaine prochaine pour venir à la naissance de leur bébé, qui ne pourront pas. Et vraiment, du fond du cœur, on pense vraiment très, très fort à eux également. Alors Laura, on a vu évidemment, on voit en continu ces files de véhicules sans fin, il n'y a plus de vols commerciaux entre l'Ukraine et la France, qui signifie donc que vous êtes clairement bloqués aujourd'hui. Oui, on est bloqués et même quand nos enfants seront là, on ne sait pas dans combien de temps on rentrera en France, donc on vit au jour le jour, on verra en temps voulu, en fonction de la situation. À quel moment notre retour en France sera prévu. Alors, ce retour en France, il sera, en tout cas pour l'instant, il est compliqué au-delà de la guerre par des questions administratives. C'est-à-dire que les enfants qui vont naître pour pouvoir rentrer en France ont besoin de papiers, sauf que ces papiers, évidemment, le pays étant en guerre, vous ne pouvez pas les avoir, hein, c'est ça? C'est ça, parce que l'ambassade, toutes les administrations fonctionnent au ralenti, voire pas du tout. Donc c'est ça le gros problème pour notre part, on va totalement dans l'inconnu là, on ne sait pas du tout pour combien de temps on va rester ici, Il y a un cheminement de papier qui est très protocolaire avec des passages chez le notaire, avec des actes de naissance ukrainiens récupérés dans les mairies de naissance, un test ADN, des apostilles... Et tout ça pour arriver à l'ambassade, pour avoir le laissez-passer qui va nous faire rentrer en France avec nos bébés. Et sans tous ces documents, on peut pas rentrer. Mais il n'y a plus rien. Tout est fermé. Oui, sauf que vous, Manuela, Laura, vous n'avez aucune garantie maintenant que le pays est en guerre sur l'issue de cette histoire, en tout cas sur le timing. Non, clairement, nous, on va en appeler de l'aide à l'ambassade, aux Français, au gouvernement français de nous faire rapatrier le plus vite possible dès que nos bébés vont naître. Putain de fonctionnaires qui veulent pas bosser en temps de guerre. C'est un scandale. Si les Français voulaient bien payer pour régler notre petit problème de livraison, sitôt que la commande est prête, ce serait sympa. Hein, on n'a pas envie d'attendre. Voilà, sauf que tant que les papiers sont pas faits, en fait, la vraie mère, c'est la mère porteuse. Donc ça équivaudrait à participer à un trafic d'enfants. Mais bon, c'est pas grave. Tout ce petit monde sera chargé dans un bus jaune de l'ambassade et renvoyé vers la France. Donc ces deux courges sont allés délibérément dans un pays en guerre pour récupérer un produit illégal en France, et c'est aux Français d'assumer les conséquences de leurs actes, de régler les problèmes administratifs et de payer pour le voyage de retour. Pourquoi se gêner? J'espère qu'elles laisseront quand même un avis positif sur TripAdvisor.
Il est quand même important de rappeler que la majorité des associations font leur travail avec les meilleures intentions du monde, mais il faut aussi comprendre que la guerre offre l'opportunité de profiter de la misère des Ukrainiens pour servir divers intérêts au nom de valeurs dévoyées. On se souvient comment pendant la guerre en Ukraine, des ONG servaient de paravent à l'envoi d'aide humanitaire pour les djihadistes. D'ailleurs, on vous en parle plus de la guerre en Syrie, vous savez ce qui s'y passe, vous ? Alors c'est bien de vouloir donner pour les nécessiteux, mais faut peut-être se méfier des soudains élans de générosité et d'humanisme pour des causes dont on vous parlait pas jusqu'à maintenant. Ça cache peut-être d'autres intentions. Les droitardés mondialistes. La guerre en Ukraine a aussi eu le mérite de mettre en lumière un groupe d'individus particulièrement à côté de la plaque, les droitardés mondialistes. Il s'agit d'une catégorie de personnes qui pensent que la carte du choc des civilisations de Samuel Huntington est une façon valable de voir le monde, et par conséquent ils semblent réduire la politique à un combat de civilisation, un combat entre des modes de vie et des religions. D'autant plus qu'en France, nos droitardés sont le plus souvent libérales sur le plan économique et politique. C'est pas forcément le cas partout. Ils parlent de l'État, mais seulement de l'État régalien, police, justice, armée. Et ils ont rien à dire sur tout le reste. La monnaie, la politique commerciale extérieure, l'instruction, l'aménagement du territoire, l'indépendance énergétique, alimentaire et autres. Ils s'en tapent. Confis dans ce choc de civilisation, ils sont donc obsédés par les questions d'immigration, d'islam, de féminisme, de virilité, de wokisme, et tout ce qui peut venir perturber leur vision de la société occidentale originelle, pure et parfaite. Une société où tout le monde est blanc, catholique, ou au minimum judéo-chrétien, avec des valeurs conservatrices sur le rôle de l'homme, de la femme, de la famille et de la morale. Patriotes autoproclamés, leur vision de la politique les conduit pourtant à passer plus de temps à casser les couilles à leurs compatriotes plutôt qu'à défendre leur pays. Le milicien ukrainien du Pravi Sector en est un exemple parlant. Le gaillard a du temps et de l'énergie pour aller frapper Igor qui picole sur son lieu de travail, mais il a jamais levé le petit doigt contre les oligarques, la classe politique ou bien les étrangers qui pillent son pays. Ça ne l'intéresse pas, d'ailleurs il est financé par eux, et il aimerait bien avoir une plus grosse part. On a plus ou moins les mêmes en France. Alors il y a bien sûr des différences idéologiques, etc. Mais il y a quand même un petit fond de sauce identique. Il a twerké, et là donc il va se réfugier derrière un avocat. Il nous fait une lettre disant que quiconque s'en prendrait à lui se verrait poursuivre. C'est-à-dire, je provoque, et comme je suis un fragile, comme je suis le produit d'une dégénérescence sur plusieurs siècles de l'individu occidental, je suis protégé. Voilà, il y a la loi. Ah, la loi des hommes. Ah, fabuleux, la loi. Et le bon sens. Il est où le bon sens? Quand tu vas twerker dans une église, qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église? Au lieu de se réfugier derrière les textes de loi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit t'en mettre une! Papacito a du temps et de l'énergie pour engueuler le petit Dylan qui fait des conneries dans les églises, ou je sais pas comment il s'appelle, on s'en fout. Par contre, vous l'entendrez jamais beugler comme ça contre une privatisation, contre une mesure qui pourrit le niveau de vie des gens, contre un élu qui s'en met plein les poches, ou contre les très nombreuses tutelles de l'Union européenne sur son pays. Comme on l'a dit précédemment, la souveraineté et l'indépendance de leur pays, ça les intéresse pas beaucoup. Et la qualité de vie de leurs compatriotes non plus, c'est à chacun de se démerder, surtout quand ils sont pas du même bord politique, parce que le gauchiste français est d'abord un gauchiste et il peut aller crever. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur mode de vie triomphe dans la société française. C'est censé régler tous les problèmes. À l'international, l'Union européenne apparaît donc comme une organisation pertinente dans le cadre de ce choc des civilisations, puisque c'est l'union des peuples blancs judéo-chrétiens contre les menaces chinoises, islamiques et autres. Alors bien sûr, ils critiqueront sa politique migratoire, pro-LGBT, et tout ce qui leur convient pas sur le plan sociétal. Ils réclameront une autre Europe, mais ils ne veulent surtout pas du Frexit. Et ça fait d'eux des patriotes en merde séchée. En fait, leur patrie n'est pas leur pays. Leur patrie, c'est leur mode de vie, et la communauté de gens qui le partagent. Et si la société française ne leur fournit pas les prestations attendues, ils iront les chercher ailleurs. Et c'est pourquoi la grande question chez les droitardés mondialistes, c'est l'expatriation. Les pays de l'Est, et notamment l'Ukraine, font figure d'Eldorado ces dernières années. Des pays chrétiens, avec peu de noirs, peu d'arabes, peu de musulmans, peu de LGBT, voire même pas du tout, et des femmes qui connaissent leur place. Ta place à la cuisine! Depuis le rideau de civilisation occidentale préservée, ils soutiennent des figures comme Trump, Poutine, Orban, Bolsonaro, ou plus récemment Zemmour, constituant une forme d'international défendant les valeurs conservatrices et ayant vocation à s'opposer aux élites occidentales progressistes dégénérées.
Cette étrange déconnexion du territoire et de la patrie conduit à quelques bizarreries, par exemple quand il faut promouvoir l'artisanat français. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un projet de faire travailler des artisans français et de produire des objets en quantité limitée, numérotée, des objets vraiment de fabrication artisanale et française. Je vous en parlerai prochainement, en fait, quand les projets sortiront. Et il se trouve que le premier projet, c'était un couteau en édition limitée. On devait en vendre une petite quantité, mais ça devait nous faire une belle bascule et donc nous permettre d'avoir des fonds pour pallier un petit peu tout ça et produire la chaîne. Simplement, l'artisan français qui fait les couteaux, il vit en Ukraine. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est tombé à l'eau ces derniers jours. Parce qu'aujourd'hui, il est incapable de nous fournir les couteaux qu'on devait. Il est expatrié en Ukraine. Alors je sais pas, peut-être qu'il réfléchit pour rentrer en France, etc. Mais en tout cas, le fait est que pour le moment, ça va pas se faire. Selon la vision des droitards mondialistes, la guerre en Ukraine est donc un non-sens historique, voire même un crime. Des blancs conservateurs de même culture et de même religion qui s'entretuent, alors qu'ils devraient plutôt lutter ensemble contre le wokisme ou contre l'islamisme. À quoi joue Poutine? Et en plus, il envoie des Tchétchènes musulmans tuer des chrétiens au cri de Allah Akbar. Mais c'est carrément un traître à la cause. Ah, il y en a, ça a dû leur faire un choc de découvrir que la Russie est en fait un pays multiculturel, multireligieux, bien loin de la vision stéréotypée que certains voudraient en avoir. Un article de Marianne revient sur la déception de ces Français partis vivre entre blancs en Ukraine. À la lecture des témoignages, on remarque que ces patriotes nationalistes ont en fait une mentalité de consommateurs auto-centrés sur la défense de leur mode de vie et qu'ils se fichent des nations et des patries. Les personnes interrogées prennent cette guerre comme une attaque personnelle contre leurs valeurs, symbolisées par l'Ukraine, et ils semblent découvrir que Poutine est d'abord au service de ses propres intérêts et de ceux de son pays, et en aucun cas au service de l'idéologie des droitards expatriés et de toute leur turpitude. En fait, ils se sont bricolés une sorte de patrie avec un territoire et des chefs, et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ça correspond à rien. C'était dans leur tête. Parce que finalement, l'histoire, l'économie, la géopolitique a toujours plus d'impact sur la marche du monde que les combats sociétaux ou religieux. On fait la guerre pour des ressources, on fait la guerre pour contrôler des territoires, mais on fait pas la guerre pour les droits de l'homme ou la défense des chrétiens. Alors pour l'essentiel, tout ce petit monde a plié bagage, certains sont revenus en France, parce qu'il est bien sûr hors de question de se battre pour défendre leur Eldorado. Comme le souligne Daniel Conversano, grand ayatollah de l'expatriation, les risques de mourir existent, et plus encore, ils sont élevés. Je crois qu'il est très important d'admettre, et en tout cas c'est moi ce que je défends beaucoup, mais c'est pas le sujet de ce livre, c'est que un pays c'est un hôtel. Ah bon? Les pays sont des hôtels, et il se trouve que l'hôtel ukrainien a pris quelques bombes sur la gueule. Alors est-ce que le client va défendre le bâtiment? Est-ce qu'il va participer à l'effort de nettoyage et de reconstruction? Pour quelques-uns peut-être, mais pour l'essentiel, non. On va laisser ça au petit personnel, on reviendra peut-être quand l'hôtel sera remis à neuf. Voilà. En attendant, le droitard mondialiste ira consommer un autre pays hôtel, fournissant des prestations comparables, sans qu'il ait besoin de mener le moindre combat culturel pour les obtenir, et encore moins de combat militaire. Déjà que certains ont du mal à supporter le résultat d'une élection, faut pas trop leur en demander. Ils sont virils, mais bon. Vous êtes, et je suis, dans un pays où Mélenchon fait plus de scores que Zemmour. Soyez conscients de ça. Voilà. Donc, c'est foutu. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Il faut arrêter de appeler les vrais à partir, tout simplement, à quitter ce pays. Les Français méritent de disparaître. On est un peuple qui mérite de disparaître, vraiment. Là, on a été trop loin. Donc, préparez-vous. C'est le maximum de choses à faire et vivement que ce pays meure, vraiment, et qu'on puisse peut-être, avec beaucoup de chance, beaucoup de prières, renaître. Parce que actuellement, c'est fini, les gars. Bon, les amis, la bonne nouvelle, c'est qu'avec un résultat comme ça, au moins, il y a plus d'espoir, quoi. C'était permis il y a 5 ans d'espérer, là, c'est fini, ce pays est mort. Ce pays est mort. Donc, je sais pas, la France redeviendra la France dans 2 siècles, 3 siècles, j'en sais, mais là, c'est foutu, là. Pour le reste de nos vies à nous, c'est fini. C'est fini. Là, la seule chose qu'il vous reste à faire, en fait, c'est payer la retraite des boomers. En fait, il faut que vous restiez dans ce pays pour payer la retraite des boomers qui ont voté Macron. Voilà, c'est ça le plan. Voilà. Et vous aurez pas de retraite, par contre. Les attentats vont continuer, les trucs vont continuer. Voilà. Là, je vous le dis, je pense qu'il faut se casser, en fait. Voilà, je pense qu'il faut se casser. Il faut s'en aller. Voilà, c'est fini, c'est foutu. C'est un pays qui a voté à 20% pour Mélenchon, je sais pas combien pour Macron. C'est fini, les gars. C'est fini. Les Français sont morts à Verdun et c'est définitif. Voilà. Tout comme l'européiste, le droitard mondialiste est confit dans une idéologie inadaptée,
qu'il est incapable de remettre en question quand les événements lui donnent tort. C'est forcément un malentendu, c'est la faute d'un traître, etc. L'objet de la politique, c'est de créer les conditions sécuritaires, matérielles et intellectuelles qui permettent à chacun de choisir comment mener sa vie, tout en ayant bien sûr un tronc commun de valeurs qui vont structurer le mode de vie, mais pas seulement. C'est aussi une vision de l'économie, du social, du rôle de l'État, des institutions, et de tout le reste. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire nation. C'est quand même autre chose que les exigences sociétales de petits consommateurs individualistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Si vous voulez apprendre à moucher les PNJ, je vous invite vivement à lire L'opinion ça se travaille de Serge Halimi. En plus de quelques bouquins de Noam Chomsky qui parlent de la propagande de guerre, mais pas seulement. Ces livres sont disponibles sur notre boutique zoneartisanale.com, qui a en plus le mérite immense de regrouper de vrais artisans français de France. Je le précise parce qu'apparemment c'est nécessaire. D'ailleurs, le miel de Nicolas est en train de revenir sur la boutique au rythme de la récolte. Alors les 3/4 du pissenlit sont déjà vendus, mais l'acacia arrivera dans quelques jours s'il n'est pas déjà dispo au moment où je vous parle. Les autres variétés vont arriver au fil des semaines jusqu'à fin juillet, début août. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil de temps en temps. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.